Cyclone 28, se souvint Clémence. Cyclone 28 nous avait fait une belle peur. Ce jour-là, elle travaillait sur la plantation de canne de monsieur Anne-Laure Saint-Léon de Bonneval, dont les propriétés s'étendaient du hameau de Saint-Christophe à Lens-Fourachaux. Monsieur de Bonneval, dont les ancêtres, petits nobles trafiquants, étaient arrivés aux îles d'Amérique dans le bateau de l'intrigante Madame de La Fayolle, aux premières lueurs du jour de la colonisation, Monsieur de Bonneval avait hérité d'une fortune appréciable et se montrait d'un zèle admirable à l'égard du gouverneur. Sise sur une belle colline de Saint-Christophe, la grande maison coloniale des de Bonneval jouissait de la fraîcheur des alizés, entourée d'un des plus beaux jardins de l'île. Une merveilleuse allée de filao touchant presque le ciel la séparait des cabanes de ces damnés de la terre, s'échinant à coups de coutelas sur des milliers de rangées de canne à sucre. Le ciel s'obscurcissait à mesure que s'effilochait le temps, et au loin, on entendait approcher le galop infernal d'un centaure géant battant le tonnerre et s'apprêtant à convier le pays à un voyage au bout de l'enfer, aux confins de l'absurde. Monsieur Saint-Léon de Bonneval avait accompagné au bourg en voiture à cheval son épouse Pauline, souffrant de rhumatisme. Après consultation du médecin, le couple s'en retournait au domaine lorsque fut annoncé à grands coups de grosses caisses par Hippolyte Zeldin l'arrivée du grand vent. De minuscules gouttes de pluie fifinaient déjà, comparables à des larmes, aux larmes d'une multitude de chérubins grondés par le plus haut. « Un cyclone ?» interrogea Pauline de Bonneval. « Mais, Anne-Laure, c'est la ruine. En un coup de vent, l'usine, les plantations, le domaine, la maison, enfin, tous nos souvenirs. Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous sommes ruinés, ruinés. Oh, mon Dieu, nous sommes ruinés. » Comme elle disait ces mots, son époux avait engagé la calèche dans l'allée conduisant à l'habitation. Pauline paraissait bien plus triste qu'à l'accoutumée. Elle ne pourrait pas recevoir ses amis Eugénie de Choisnel, Marie-Louise Quittard de la Bourdonnais pour leur traditionnel et succulent après-midi, tourment d'amour, limonade et cancan. Tout ça à cause de cet ouragan de malheur. Cyclone 28 avait surgi de l'horizon, monstrueux tourbillon, imprégné de toute la démence des démons. Au même instant, la terre s'était mise à trembler comme pour ouvrir les festivités de l'apocalypse. Un éclair hallucinant, accompagné d'une pluie brûlante comme des larmes de souffrance, tomba de haut, et le souffle dévastateur entama sa danse de la mort. Recroquevillé dans un coin de sa case, éclairé par la lueur indigente d'une chandelle roulée main, Clémence est en train de prier tout haut le ciel, égrénant de toute la force de ses doigts son chapelet aux petites boules déjà usées par les longues et quotidiennes litanies. « Que votre volonté soit faite, que votre volonté soit faite », répète-t-elle avec ferveur et dévotion. Dans un autre coin de la case, Léonce, son concubin de misère de 10 mots. Il y a 10 ans jour pour jour que la guerre 14-18 est finie, qu'il a remis son pactage et fêté la quille, et voilà que, comme au-dessus de la tranchée, les bombardements reprennent. Oh, certes, il n'y a pas de feu, ni de mitraille, la mitraille meurtrière des bataillons allemands, mais il y a l'eau, les torrents de boue grasse, la vitesse folle des vents tourbillonnant dans une épouvantable mélopée satanique, et la montagne qui vomit ses boyaux couleur terre, couleur chair, et la mer, source de beauté éternelle d'un naturel si paisible qui s'avance maintenant, menaçante. Sa couleur, cette belle couleur vert émeraude, a fait place à l'écume blanche échappée de la gueule de 1000 monstres en colère, prêts à dévorer des pans entiers de vie. « Que votre volonté soit faite », répète inlassablement la vieille dame qui a mis genoux sur les planches, et sa misérable baraque est là, à la soutenir, case au toit de paille, qui sous les coups de bélier d'un éole en folie, affamé, assoiffé, transformé en bête de sang, semble secouer comme une toupie folle. En Clémence revivait dans sa tête Cyclone 28, avant de vivre, avant de connaître, de rencontrer Cyclone Hugo. La cervelle fatiguée de la vieille dame avait-elle encore la force de lui renvoyer ces images folles des lambeaux de situation vécus le 12 septembre 1928 ? La case
sous l'effet du souffle déchaîné, avait éclaté du plancher à la toiture, dans un bruit assourdissant, comme si la foudre, crachat incandescent du diable, avait choisi les planches de sa modeste demeure pour en faire un cercueil. « Léonce, Léonce, nous allons mourir, nous qui est morts, nous qui est morts. Dieu Seigneur, ayez pitié, donne-nous une petite faveur. » Un rictus d'horreur s'était dessiné sur son visage. Elle s'était précipitée dans les bras de son Léonce, le serrant de toutes les forces de son être. Les hurlements de la horde sauvage pénétraient en même temps que le déluge dans la case, dont les milliers de fétus de paille qui lui tenaient lieu de toit s'étaient envolés, emportés par la fureur de celui qui avait décidé de faire pleurer une île tout entière. Dans les images de cauchemar, exhumées du passé, Clémence revoyait Léonce, son chabin acier gris, l'amour de sa vie, fier comme un cocotier. Le hameau de Saint-Christophe, comme tout l'archipel, avait payé un très lourd tribut de victimes, de sang, de larmes, de ruines à Cyclone 28, chiffre à jamais maudit dans la mémoire de la Guadeloupe coloniale. La petite bourgade, souriante de lumière et de verdure, avait mis une bonne décennie à panser ses plaies. Le traumatisme était si profond qu'on osait à peine évoquer encore le cyclone sans nom. Il avait marqué pour toujours le cœur, le corps, l'esprit des gens. Clémence, pour sa part, n'avait jamais quitté Saint-Christophe. À la mort des deux Bonneval, suivie de celle de Léonce, elle avait élevé dans le plus grand dénuement ses deux enfants, Épiphane et Béranger. Les deux garçons, quelques années plus tard, étaient allés défendre la patrie, envahie par les armées allemandes. C'était en 1939. Au départ du bateau sur le quai de Pointe-à-Pitre, les cris et les pleurs des mères et des épouses étaient mêlés au refrain de la chanson des combattants de 14-18. Nous qu'à monter blo blo blo. À l'armistice, Épiphanie, Béranger étaient restés dans la capitale. Le premier ayant trouvé du travail comme garçon de café dans une grande brasserie de la place Pigalle, le deuxième ayant trouvé un job de débardeur au bal nègre de la rue Blomet. C'est dans le célèbre bal antillais qu'il avait courtisé au rythme d'une belle valse créole, celle qui devait devenir plus tard son épouse, Ginette, l'une des serveuses métropolitaines de l'établissement qui n'avait Dieu que pour cet antillais grand et fort, qui de surcroît était un danseur émérite. Ah, en temps longtemps, se plaisait à dire Clémence, la vie là était belle, puis là était bon. La solidarité était dans les cœurs, on s'échangeait volontiers le corps au sol douce, les pommes malacca, les salaisons. Tout le hameau avait contribué à la reconstruction des cases abîmées par Cyclone 28, dont la paille si légère constituant le toit avait été remplacée par des feuilles de tôle plus chères mais plus solides. On se sentait en sécurité dans ces petites maisons aux toits métalliques qui laissaient entendre la voluptueuse symphonie de la pluie, partition mystérieuse mais agréable et conduite de main de maître par un chef d'orchestre d'un autre ciel. La pluie tombait toujours de plus belle. Les ondées tropicales avaient fait place aux prémices d'un temps de Toussaint. Les longues feuilles des cocotiers ondulaient, dépourvues de leur grâce naturelle. Tamariniers, poiriers, manguiers agitaient dans l'air leurs petites feuilles comme pour prévenir les oiseaux d'un péril, un péril qui s'avançait. La voix monocorde de M. Météo ayant ramené Clémence à la réalité, la vieille dame descendit aussi vite que le vent de sa machine à remonter le temps. Il était déjà 15 heures. Déjà les dernières prévisions. Le cyclone baptisé Hugo se rapprochait lentement, lentement de l'archipel. L'attente lui semblait longue, longue comme une éternité. L'octogénaire succomba au charme d'une vieille chanson créole égarée sur les ondes de Radio Mickel. La case entièrement reconstruite de Clémence avait au fil des ans tenu le choc d'autres ouragans qui, depuis le dernier cataclysme, avaient secoué les cocotiers de l'île d'Émeraude. Entre-temps, on avait déclaré la guerre en Europe et sous d'autres cieux. Les longues périodes de pénurie et de privation du temps Saurin avaient fait de Caruquera l'île des débrouillards. Saurin était un gouverneur venu de la mère patrie. Clémence l'avait un jour aperçu dans une belle automobile noire comme des souliers vernis aux atours nickel lors d'un défilé du 14 juillet sur la place de la Victoire.
Elle allait quelquefois le samedi retrouver Célinette et Gastonia, ses cousines de Saint-Christophe, employées comme Mabot et bonne à tout faire chez Adrien Martial Jolicoeur, un avoué de la rue La Reine. Et puis après-guerre, en 1956, la TSF avait annoncé un autre grand coup de vent, Betsy. Betsy, emmenée, comme disait une chanson populaire, par le sauveur de la France, celui-là même qui avait chassé le gouverneur. Quelques paroles d'un couplet lui revinrent en mémoire. Cyclone rivait en pays là, et c'est De Gaulle qui minait-les. Betsy n'avait pas causé de gros dégâts à la case qui avait été repeinte en jaune clair en dehors. On avait même ajouté une pièce cuisine et agrandi le salon dont le plancher était couvert d'un tapis à fleurs linoléum. La vieille mémoire de Clémence ne se souvenait ni des années, ni des dates de passage sur l'île d'autres ouragans qui avaient fait d'importants dégâts, fait grossir les rivières, détruit de nombreuses habitations et fait souffrir les cultures. Au cours de ces années-là, elle n'avait pas connu de malheur car sa case avait tenu bon. Certes, quelques tôles s'étaient retournées, quelques objets s'étaient envolés, mais rien de grave. Elle en était sûre, la Madone avait entendu ses prières. Ah, Clémence, elle était fière de son petit intérieur. La tapisserie nouvelliste quotidien de la Guadeloupe avait été remplacée par les pages plus larges et plus colorées d'un autre quotidien, France-Antilles, qu'elle pouvait de temps en temps feuilleter dans le Lolo de Josépha Dulcine. Le journal avait même annoncé une fois les noces de diamant de Thérésine et Sostène Balicou, deux anciens voisins déjà décédés. Entre les pages du quotidien plaquées sur la cloison du salon, cohabitaient en toute sérénité Pie XII, Jean XXII, Saint-Antoine de Padoue et Tino Rossi, le chanteur à la voix de velours qui lui donnait le frisson lorsqu'elle écoutait le poste. Il y avait aussi la photo noir et blanc du général du 18 juin et une image de missel de Saint-Michel-Archange terrassant le démon avant le redoutable jugement. La nuit passée, Clémence avait fait un rêve étrange. Sa case avait été emportée comme un bateau fou par la rivière Roche-Blanche qui avait quitté son lit. Les cochons, les poules, les lapins avaient été emportés par les eaux déchaînées du cours d'eau pourtant habituellement si doux, si paisible. Léonce, son chabin à yeux gris. Il était revenu cette nuit-là vêtu de son beau complet de flanelle et coiffé de son panama blanc. Le concubin des jours heureux était monté sur son cheval, Joudelan. Léonce lui avait ordonné de rassembler ce qu'elle avait de plus précieux et de quitter tout de suite la case avant que malheur ne lui arrivât. Derrière Joublanc, qui ne cessait de se cabrer dans le rêve, derrière lui, il y avait une meute de zombies enragés, évadés du gouffre d'horreur de la diablesse. Léonce avait quitté l'autre monde, le temps d'un rêve, pour donner force et courage à sa vieille Clémence. Ici-bas, la vie n'était pas aussi belle que dans son ailleurs. Elle devait encore affronter quelques épreuves avant de rejoindre son bien-aimé dans les jardins enchantés du monde inconnu. « Tu es toujours aussi belle », lui avait chuchoté Léonce dans le noir. « Même si tes cheveux ont blanchi comme des fleurs de canne, même si tu es devenue presque vieille. Nous nous reverrons un jour pour ne plus nous quitter. Ah, Clémence Doudou, ton Léonce est bien seule sans toi. Tiens bon, bientôt malheur va finir. » Clémence sentit dans ses cheveux la caresse du soir, de feu son concubin azier-gris, le chabin de son existence. Léonce avait quitté la nuit, mais Clémence s'était réveillée en sursaut, la voix pleine de rire et de larmes et de rire. Et le corps de la vieille dame était secoué d'un tremblement anormal. Elle avait l'impression d'avoir fait un séjour sans fin dans un lieu inimaginable, un endroit plein de fantômes et de formes irréelles. Et Léonce, qui n'était pas sur le matelas, son homme qui au lever du jour lui apportait son pain au sein doux et son eau de café. Sur la véranda, malfaiteurs hurlaient à la mort. Les coqs chantaient inlassablement un chant insolite. À travers la fenêtre de sa chambre, la vieille dame contemplait un carré de ciel vide des fastes surréels de l'aurore naissante. Les nuages avaient la forme de ces perfides créatures fantasmagoriques rencontrées dans les sinuosités de son sommeil. De ces nuages passés du blanc au gris et ressemblant à d'immenses barbes à papa,
De ces nuages tombaient par saccades de longs et argentés filets d'eau qui, pour l'heure, ne laissaient rien présager de la colère divine. Plus fort que 28, avait répété la radio. Plus fort que 28, plus fort que 28, répétait à haute voix la vieille dame.